Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre. Je vous présente Strategic Vision de Zbigniew Brzezinski. Je ne sais pas si vous voyez bien la couverture parce qu'elle est sombre et avec cette luminosité, la tablette ne rend pas très bien, mais bon, au besoin, je mettrai la couverture au montage. Donc, Strategic Vision de Zbigniew Brzezinski. Alors, pourquoi cette note de lecture? D'abord, pour rendre hommage à quelqu'un qui vient de nous quitter, monsieur Zbigniew, j'ai l'habitude de l'appeler Zbigniew, parce que j'ai entendu appeler Zbigniew, mais c'est Zbigniew Brzezinski. Un monsieur au nom absolument imprononçable, mais très important dans la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Puisque c'était, on peut dire, le principal conseiller géopolitique du président Clinton dans les années 90, après avoir été le principal conseiller géopolitique, ou un des principaux conseillers géopolitiques du président Carter dans les années 70, et avant d'être, on va dire, le conseiller hors organigramme relativement influent quand même du président Obama dans les années 2000-2010. Rien que ça. C'est un monsieur qui est surtout connu pour avoir fomenté la guerre d'Afghanistan en organisant avec l'aide de ses alliés islamistes la déstabilisation de l'Afghanistan dans les années 70 pour y attirer l'armée rouge, pour tendre ce qu'il a appelé lui-même un piège à ours, où il a en quelque sorte attiré l'Union soviétique pour lui faire gaspiller des ressources. Et ça a sans doute joué un rôle, ça a été un des accélérateurs de la chute de l'URSS. Voilà le monsieur dont il est question. Et alors ce monsieur est mort récemment. Je dois vous avouer que personnellement j'avais développé presque une sorte de tendresse pour lui. Alors c'est un peu curieux dans la mesure où c'est presque un sociopathe chimiquement pur. Mais finalement, je veux dire, je lui en voulais pas. On ne peut pas en vouloir à un loup d'attaquer les troupeaux de moutons, si vous voulez. On peut en vouloir éventuellement aux gens qui réintroduisent le loup sans demander leur avis aux éleveurs de moutons, mais on ne peut pas en vouloir au loup. Le loup, il fait son travail de prédateur. Un mec comme Brzezinski, pour moi, c'est un peu ça. C'est un sociopathe chimiquement pur. Il fait son travail de sociopathe chimiquement pur qui cherche à organiser son monde en manipulant les gens sans affect, comme si c'était des bouts de bois sur un échiquier. Et voilà, il fait son travail en quelque sorte. Travail assez sinistre sans doute, mais il est fait pour ça, il est programmé pour ça. J'ai pas de haine pour ce genre de type. Surtout qu'il y a toujours eu chez Brzezinski une certaine forme de franchise. Ce qui est insupportable, je trouve, chez les sociopathes qu'on a aujourd'hui, très nombreux, en particulier en France, dans la lignée d'un Bernard-Henri Lévy, si vous voulez, c'est qu'en plus, ils vous donnent des leçons de morale. Mais Brzezinski n'a jamais donné de leçons de morale à personne. Il s'est toujours inscrit dans l'école réaliste. À partir de là, ma foi, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont organisés dans leur tête pour fomenter des guerres où des millions de personnes vont mourir parce que politiquement, c'est ce qu'il faut faire pour défendre les intérêts de l'empire qu'ils servent. Moi, je trouve que tant qu'ils ne donnent pas de leçons de morale, voilà, il faut les regarder comme on regarde des loups qui attaquent les moutons. C'est leur nature. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils font partie du grand drame. Le grand drame dont tous les chrétiens savent qu'il se terminera par la victoire du prince de ce monde, jusqu'au point où Satan achèvera d'expulser Satan. Brzezinski, sans le savoir lui-même, faisait partie de ce grand drame, et il faut dire qu'il a bien œuvré pour le prince de ce monde. Alors, on va lire Strategic Vision pour lui rendre hommage, et puis aussi parce que c'est pas inintéressant de toute façon de lire Strategic Vision dans le cadre de la série de notes de lecture que je fais pour préparer une prise de position sur la question de l'État islamique. Vous savez, une des questions qu'on doit se poser toujours quand on étudie un problème, c'est dans quel paradigme on se situe. Parce que la définition du paradigme conditionne
la définition du jeu d'hypothèse, conditionne la définition de l'axiomatique, et à un certain moment, en fait, on peut dire qu'une fois qu'on a choisi le paradigme dans lequel on s'inscrit, pratiquement on choisit déjà, souvent sans le savoir, la réponse à laquelle on va arriver. On peut analyser le problème de l'État islamique de différentes façons, sur différents plans. On a vu avec Monsieur Mouline et son livre sur l'histoire du califat qu'on pouvait penser cette question en termes religieux. On a vu avec le livre Anatomie de l'État islamique de messieurs Hahn et Flichy de la Neuville qu'on pouvait penser cette question sous l'angle de la géopolitique spécifique du Proche et Moyen-Orient et de la politique intérieure irakienne. On a vu avec Monsieur Mindel, dont je viens de chroniquer un livre, La France djihadiste, qu'on pouvait aussi penser la question au regard des enjeux de politique intérieure française. Il y a des pseudopodes de l'État islamique en France et qu'on peut étudier le problème sous cet angle. Et bien sûr, toutes ces visions ont leur place et elles doivent toutes être intégrées. Mais moi, je crois que le paradigme qui surdétermine les autres, si vous voulez, l'explication des explications, en général, ça va être la géopolitique globale. Parce que les acteurs qui peuvent manipuler les acteurs, qui peuvent manipuler les acteurs, qui peuvent manipuler les acteurs qui manipulent les autres en étant eux-mêmes peu ou pas manipulés, ceux qui sont beaucoup plus manipulateurs que manipulés, si vous voulez, vous allez les trouver au niveau des acteurs qui agissent dans la géopolitique globale. Et ça, c'était le paradigme de Zbigniew Brzezinski. C'est pour ça qu'il est intéressant. C'est le... comment dire ? C'est lui qui va nous donner le cadre maître, le cadre qui enserre les autres cadres. Et la lecture de Brzezinski nous prépare d'ailleurs à la lecture du livre qui suivra dans la série de notes de lecture sur l'État islamique, qui est un livre de M. Jean-Louis Zambert qui s'appelle « Crimes sans châtiment » sur la manipulation de l'État islamique par les puissances occidentales. Enfin, de l'État islamique et d'Al-Qaïda et de l'ensemble de la sphère djihadiste. Voilà pourquoi on va donc s'intéresser à M. Brzezinski. Alors maintenant, passons au vif du sujet et parlons de Strategic Vision. Donc c'est un livre écrit en 2012. C'est un peu l'actualisation et d'ailleurs en partie aussi un mea culpa par rapport à un ouvrage publié dans les années 90 par M. Brzezinski qui s'intitulait Le Grand Échiquier. Il a publié différents textes entre Le Grand Échiquier et Strategic Vision, mais ce sont ces deux textes principaux. Et Strategic Vision, rédigé en 2012, est donc le testament politique de Brzezinski, qui, vu son âge quand il a écrit ce livre, devait savoir que c'était très probablement le dernier qu'il écrivait. Alors, qu'est-ce qu'il explique dans Strategic Vision, si je devais résumer sa thèse en quelques phrases? En gros, ce qu'il dit, c'est que ça va très mal pour l'Empire américain. Ça va très mal, dit-il, parce qu'il n'y a plus de vision stratégique à long terme dans la politique, la géopolitique des États-Unis. Et cette absence de vision stratégique à long terme fait que les Américains ne réagissent pas correctement alors qu'ils sont confrontés à trois phénomènes structurants. Le glissement du centre de gravité du pouvoir géopolitique vers l'Est, un éveil politique global qui change fondamentalement les conditions dans lesquelles l'action de l'Empire peut être déployée dans le monde, et surtout une performance d'ensemble des États-Unis qui est assez médiocre sur le plan économique et social. Ce qui fait, nous dit M. Brzezinski, qu'il y a, là je reprends ces termes, je vais m'inscrire temporairement dans sa phraséologie, il y a une inquiétude à avoir pour la planète parce qu'il n'y a qu'une
superpuissance capable de la réguler, et cette superpuissance, malheureusement, est défaillante. Et donc, nous dit M. Brzezinski, eh bien, il faut formuler une vision stratégique. Il faut résoudre ce problème en proposant une vision stratégique à la classe dirigeante de l'Empire américain. On va appeler ça l'Empire américain pour l'instant. Alors, quelle est cette vision stratégique suggérée par Brzezinski? Eh bien, il commence par jeter les bases d'un discours, d'une communication pour vendre à nouveau, en quelque sorte, l'Amérique au monde. Ce qu'il nous dit, c'est que le temps du discours géopolitique est passé, qu'il faut rentrer dans un discours cosmopolitique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut poser les problèmes en termes de survie de l'humanité, et que cette façon de poser les problèmes doit maintenant surdéterminer la façon dont on envisage le règlement des conflits internes à l'espèce. Donc, une superpuissance qui doit se relégitimer pour redevenir nécessaire et acceptée dans le monde, doit penser son action en vue de la stabilisation des relations internationales pour rendre possible la coopération. Donc, moi j'aurais tendance à dire à partir de là que le point de départ de Brzezinski, en fait, c'est de sous-entendre qu'il va falloir rester dans l'attitude traditionnelle des conservateurs réalistes de l'école prussienne, des relations internationales, parce que c'est son école, en fait, c'est la façon dont il pense le monde, un monde qui est pensé d'abord en fonction des réalités politiques et en termes de rapports de force, mais qu'il va falloir prendre appui sur cette façon de résoudre les problèmes pour déployer une politique qui, au moins en apparence, ça le au moins en apparence, c'est moi qui le rajoute, c'est pas lui qui le dit, est cosmopolitique, c'est-à-dire sert les intérêts de l'espèce dans son ensemble. Dans cette optique, nous dit M. Zbig, la renaissance américaine sera nécessaire car, je continue toujours dans la phraséologie de Brzezinski, un monde sans l'Amérique est incapable de construire les coopérations nécessaires au déploiement d'une cosmopolitique cohérente. En fait, c'est une reformulation de la doctrine très ancienne de la nation nécessaire. C'est aussi le rejet radical de la tentation isolationniste et en même temps du vertige de l'unilatéralisme. C'est-à-dire que Brzezinski, quelque part, refuse l'isolationnisme, qui est toujours une tentation chez les Américains, mais il refuse aussi l'unilatéralisme brutal et stupide des années Bush. Vous voyez, sa vision stratégique n'est ni celle d'un Ron Paul, ni celle d'un George Bush. Et elle esquisse effectivement le devenir potentiel, en tout cas de la communication qui a été déployée autour d'Obama. Obama dont on a vu que Brzezinski était un conseiller au organigramme. Alors, moi ce que j'ai à en dire, si vous voulez, c'est que tout ça, je vous disais tout à l'heure, pour moi, Brzezinski, c'est vraiment le sociopathe chimiquement pur, parfait. Mais quand on regarde ce que je viens de dire, on se dit, bon, bah, ça n'a pas l'air particulièrement dégueulasse, tout ça. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est ce que Brzezinski ne dit pas. C'est-à-dire qu'il y a un sous-entendu dans sa parole, sous-entendu qu'il n'explicite jamais, mais que les gens qui doivent comprendre ce qu'il veut dire vont comprendre. C'est que pour que cette nouvelle façon de vendre la géopolitique américaine en faisant la condition nécessaire d'une cosmopolitique cohérente, pour que cette nouvelle façon de vendre cette géopolitique fonctionne, il faut qu'effectivement, sans l'Amérique, le monde soit incapable de construire des coopérations.
Et donc il faut rendre impossible un monde qui pourrait coopérer sans médiation US, c'est-à-dire qu'il faut créer partout les conflits que seuls les États-Unis ensuite pourront résoudre. C'est ça le fond de la vision stratégique proposée par Brzezinski. Ça n'est évidemment jamais explicité dans son bouquin. Il ne va pas tout dire non plus. Mais quand on déconne, c'est bien ce qu'il veut dire. Alors ensuite, si on rentre plus dans le détail, il a une vision du monde, je dois dire, qui est étonnamment, à mon avis, juste et lucide pour un homme de son âge. Il est mort très âgé quand même, et je peux vous dire que dans Strategic Vision, il donne une description du monde qui est bien meilleure que tout ce que j'ai lu chez les hommes politiques, les responsables, les dirigeants français dans tous les discours qu'ils peuvent prononcer. Là, il y a un moment, il faut être lucide. Entre un Brzezinski, si vous voulez, et un Emmanuel Macron ou un François Fillon ou des gens comme ça, il y a la différence entre un agrégé et un mec qui a raté son BEPC, quoi. Et même au niveau des conseillers, je veux dire, la vision du monde de Brzezinski est bien plus pragmatique, bien plus réaliste que celle d'un Jacques Attali, qui déjà a un niveau de lecture des choses bien meilleur que celui des gens qui le conseillent. Mais on voit très bien, je veux dire, quand on lit Strategic Vision, on voit très bien que vraiment un type comme Brzezinski, il voit le monde tel qu'il est, quoi. Je veux dire, et de façon très synthétique. Alors il commet une erreur, on va en revenir, à mon avis il commet une erreur, mais cette erreur n'est que sur la dynamique des choses. Sur le fond, sur sa vision du monde, elle est vraiment très très juste. Qu'est-ce qu'il nous dit en gros? Il nous dit que d'abord il y a un Ouest, un Occident. Il maintient la pertinence du concept. Il nous dit que cet Occident, c'est une alliance USA-Europe qui inclut aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, qu'il y a un pays qui est extérieur à cette alliance, extérieur à cet Occident, mais qui peut lui être rattaché et dont le rattachement pourrait provoquer un basculement à nouveau du centre de gravité vers l'ouest. Ce pays, c'est la Turquie. Brzezinski analyse la Turquie comme le pivot de la géopolitique dans la partie occidentale de l'Eurasie. C'est un membre de l'OTAN, il est militairement dans le camp occidental, à l'époque en tout cas où Brzezinski écrit c'est clair, mais dans tous les autres domaines, c'est un élément extérieur et il s'agit de l'attirer dans le camp occidental pour empêcher, nous dit Brzezinski, la chose en quelque sorte qui l'inquiète le plus et qui serait une entente russo-turque, entraînant en quelque sorte le basculement de la Turquie du côté de l'Organisation de coopération de Shanghai. Parce que, continue notre ami Zbig, l'époque où, pour dire les choses simplement, le monde issu de l'Europe, c'est-à-dire l'Europe plus les États-Unis, plus les petites expansions australiennes, néo-zélandaises, etc., l'époque où ce monde pouvait prédominer à l'échelle globale est passée. Et donc maintenant, si on veut pouvoir continuer à prédominer, si on veut que l'Ouest continue à prédominer, il va falloir l'agrandir un peu. Et surtout, il va falloir empêcher que le bloc rival qui émerge, l'Organisation de coopération de Shanghai, avec l'entente sino-russe, qui peut attirer à elle déjà en partie l'Inde, en partie l'Iran, et qui risque d'attirer à elle, nous dit Brzezinski, également la Turquie. Eh bien, il faut empêcher que ce bloc, en attirant à lui comme ça l'Inde, l'Iran, la Turquie, n'atteigne la taille critique
à partir de laquelle il prédominerait franchement sur l'espace eurasiatique et il pourrait en quelque sorte en expulser l'influence américaine. Donc c'est l'actualisation de la vision classique des géopoliticiens anglo-saxons depuis Mackinder et Spykman. Mais ce qui est frappant, c'est à quel point Brzezinski est absolument lucide, sans illusion sur l'état des rapports de force. On est très très loin du blabla sur le rêve européen, vous savez, le sketch italien sur l'expansion nécessaire des valeurs occidentales, blablabla, l'individualisme, une force irrésistible, blablabla. Pas du tout là-dedans, monsieur Brzezinski, pas du tout. Il nous dit en gros, voilà, à l'époque où l'Ouest gagnait, il gagnait en grande partie parce qu'il était un idéal pour la population du système rival. C'est-à-dire, en gros, à l'époque où c'était l'Amérique de Reagan contre l'URSS de Brejnev, les habitants de l'URSS de Brejnev rêvaient de l'Amérique de Reagan. Ce qui est vrai, hein, je veux dire, à l'époque, les soviétiques, qui en avaient marre de l'insupportable système qui était devenu l'URSS, rêvaient de l'Occident. Aujourd'hui, me dit M. Brzezinski, c'est plus du tout le cas, et même ça commence à devenir le contraire. Et il décrit les choses de façon, je dirais, sans passion, sans agressivité, mais très dure. Il dit voilà, l'Union européenne voudrait être un idéal pour le reste du monde, mais qu'est-ce que c'est que ce continent peuplé de vieux, sans imagination, et qui croit qu'il va définir un idéal pour une planète qui est jeune, et dont la particularité est que quand on regarde ça... excusez-moi, il y a là, je suis à la campagne, là, il y a un animal qui vient de passer, c'est pas grave. Quand on regarde la pyramide des âges à l'échelle planétaire, on s'aperçoit que, si vous voulez, ça ressemble pas du tout à la tête de l'Europe. L'Europe, c'est un continent où les vieux dominent, mais à l'échelle planétaire, ce qui caractérise, c'est la prédominance des jeunes actifs. Donc on a une planète pleine d'énergie. Et un vieux monde, là, qui prétend se donner en exemple. C'est ridicule. Et Brzezinski le dit carrément comme ça, quoi. C'est ridicule. Il est aussi sans illusion sur l'Amérique. Il dit très simplement, voilà, les Américains, ce sont des gens qui, depuis des années, explique au monde notre système est surperformant, on est les meilleurs dans plein de domaines, etc. Et puis on voit quoi en 2008? On voit que leur finance est pourrie jusqu'à la racine. On voit que l'Ouest n'arrive plus à régler seul les problèmes financiers que son modèle financier engendre. Et le résultat, c'est qu'au niveau géopolitique, je reprends l'expression de Brzezinski, le sens de la dépendance commence à s'inverser. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'Ouest qui a dû compter sur l'Est pour régler ses problèmes, d'où le passage du G8 au G20. Ça, c'est la vision du monde contemporain par Zbigniew Brzezinski. Vous voyez que on est dans le monde réel, hein. On est dans le monde réel chez lui. Là où je pense qu'il se trompe, c'est ensuite en termes de dynamique. Car ce qu'il nous dit en gros, c'est il y a une différence entre l'Amérique et l'Europe, c'est que l'Europe décline, elle va continuer à décliner, alors que l'Amérique décline, mais elle peut se redresser. Brzezinski nous dit que les USA peuvent relever le défi posé par cette espèce de nouveau de déclin de l'Occident. Ils vont rester, en tout cas, le leader incontournable de l'Ouest. Alors pour ça, évidemment, il va falloir qu'ils se remettent en cause. Il va falloir qu'on sorte de l'illusion que le rêve américain est toujours opérant. Il avait deux ressorts, l'idéalisme démocratique et puis une promesse d'enrichissement économique. Il a été délégitimé par la guerre au terrorisme stupide de Bush, par l'échec économique révélé par la crise de 2007-2008. Il faut se refonder complètement, et Brzezinski esquisse un programme de refondation des États-Unis.
Alors son programme, c'est quoi? Maîtriser les budgets publics pour éviter l'endettement public. C'est son point numéro 1 et à mon avis c'est son problème, c'est son erreur dans son calcul. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. C'est-à-dire que tant qu'on sera dans un système où on ne se donnera pas les moyens de relancer la machine par la dépense publique et non pas en fabriquant de la dette, mais en acceptant une phase d'inflation, dans une optique de relance productive, et tant pis si ça veut dire qu'il faut euthanasier la rente, tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'ira nulle part. Pour moi, ça, c'est l'erreur de M. Brzezinski. Je ne suis qu'un modeste youtubeur de base. Qui suis-je pour... Bon, mais enfin, quand même, c'est mon opinion, j'ai le droit de la donner. Je pense que là, il se plante. Ça n'est pas possible. C'est-à-dire que cette idée qu'on va réussir à refonder les choses par la maîtrise des budgets publics pour éviter l'endettement public, ça veut dire qu'il croit qu'on peut relancer la machine en restant à l'intérieur du cadre monétariste. Ça ne marchera pas. Par contre, le reste de son programme, c'est du bon sens. Remettre de l'ordre dans une finance privée amorale, redonner de la fluidité à la pyramide des revenus et des patrimoines pour éviter le développement d'inégalités injustes et mortifères, je reprends ces termes, remettre à niveau les infrastructures, éduquer mieux la population américaine, l'ouvrir au monde, débloquer un système politique qui est crispé sur des enjeux internes rarement mis en perspective. Oui, c'est du bon sens. S'il n'y avait pas le problème monétaire, monétariste, appelez ça comme vous voudrez, le reste de son programme serait crédible. Mais je me demande pourquoi il ne veut pas sortir de ce cadre monétariste, alors que c'est ça qui va bloquer. Et je vais vous dire, et là on va commencer à faire un petit glissement de sémantique. Ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qu'il ne peut pas remettre en cause, c'est le pouvoir des gens qui maîtrisent l'instrument monétaire. Donc en fait, c'est pas l'empire américain qui défend, c'est l'empire du dollar. C'est l'empire de la Federal Reserve. Donc c'est l'empire du capitalisme aujourd'hui basé aux États-Unis. Donc c'est l'empire du capitalisme occidental. Voilà. Petit glissement de sémantique, là où M. Brzezinski va constamment parler de l'empire américain, la puissance américaine, etc. Moi j'entends la puissance du capitalisme occidental. Et pas n'importe quel capitalisme, attention, du capitalisme bancaire occidental. Cela étant, et si on met de côté cette question donc de l'impossibilité en fait de redresser les finances publiques, si on admet, là je me remets dans le fil du discours de M. Brzezinski, si on admet que ça va marcher, il nous dit que l'Amérique a des atouts qui lui permettent de rebondir, et c'est vrai, qu'il nous rappelle qu'elle a toujours fait preuve historiquement d'une grande créativité intellectuelle, qu'elle a une certaine capacité à mobiliser sa population en réaction à un défi perçu par l'ensemble de cette population, qu'elle a un territoire vaste, riche, qui n'est pas menacé sérieusement par des voisins agressifs. Il ajoute aussi que, ça j'en suis moins sûr, mais qu'il y a une adéquation profonde entre les valeurs institutionnelles du pays, en particulier l'amour de la liberté, et les valeurs auxquelles adhère la population américaine, et même au-delà une grande partie de la population mondiale. Alors là, je pense qu'il se berce un peu d'illusions, d'abord sur le fait que les valeurs institutionnelles de l'Amérique sont encore la liberté, ensuite sur le fait qu'il y a vraiment cette adéquation dans l'ensemble, je suis très dubitatif. C'est peut-être le seul passage dans son bouquin où j'ai trouvé qu'il faiblissait en quelque sorte. Il devenait un peu idéologue et il risquait de s'auto-intoxiquer. Alors cette Amérique qui peut rebondir, nous dit-il donc, et là on va passer au volet
foutons la merde partout dans le monde pour nous rendre à nouveau indispensables. Cette Amérique qui peut rebondir, après 2025, le monde se rendra compte qu'il en a impérativement besoin. Alors pourquoi? C'est peut-être la partie la plus intéressante du livre, et là on va commencer à comprendre ce que les hurluberlus de Daesh peuvent bien faire sur le grand échiquier de M. Brzezinski, quel rôle en réalité ils tiennent. Un monde post-américain, nous dit M. Brzezinski, serait chaotique. Le jeu géopolitique se joue désormais à environ 10 puissances majeures dans le monde. 4 puissances occidentales, les USA, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France. 4 puissances asiatiques ou eurasiatiques, la Chine, le Japon, l'Inde et la Russie. 2 puissances excentrées, le Brésil et l'Indonésie. Vous remarquerez au passage que pour Zbigniew Brzezinski, l'Iran n'est pas un acteur géostratégique autonome et majeur. C'est un acteur géostratégique qui ne peut être qu'un suiveur, et plutôt un suiveur de second ordre. Donc là, on voit très bien la différence avec Robert Kagan, dont il faudra que je présente aussi les écrits, qui est un idéologue, lui, néoconservateur, et qui fait une fixation sur l'Iran. Alors, je vous rappelle à cet égard que M. Kagan et M. Brzezinski n'avaient pas non plus exactement la même position sur l'État d'Israël, parce que M. Kagan appartient à un groupe que je n'ai pas besoin de préciser, et qui a des liens très forts avec l'État d'Israël, ce qui n'est pas le cas de M. Brzezinski. En tout cas, à ma connaissance. Ce que nous dit M. Brzezinski, c'est qu'en substance, ce monde-là, si les Américains ne prédominent pas, si les USA ne sont pas là pour faire la police, risque, alors là on commence vraiment à avoir peur, risque de ressembler, roulement de tambour, à l'Europe du début du XXe siècle. Il ne serait pas possible d'y réguler correctement les espaces de compétition entre puissances, et de ce fait, en quelque sorte, ce monde se fracturerait en blocs rivaux, dont la définition exacte d'ailleurs pourrait être instable, et n'assurerait la paix que de façon très précaire par un équilibre constamment menacé d'être rompu entre ces blocs rivaux. Effectivement, la situation de l'Europe avant 1914. Alors ensuite, on a une multitude d'illustrations à travers le livre. Alors il y a toujours, bien sûr, cette phraséologie chez M. Brzezinski qui nous dit, par exemple, que un déclin trop rapide des États-Unis serait une catastrophe pour la Chine, parce que si les États-Unis ne sont plus là pour assurer la sécurité des voies maritimes, comment les Chinois vont-ils assurer leur approvisionnement en pétrole? Donc, quand je traduis ça en langage normal, quand je passe du Brzezinski au français, je pense que ça veut dire, surtout faisons en sorte que ni Pékin ni personne à part nous ne soit en mesure de sécuriser les espaces maritimes. Comme ça, tant qu'on est dans cette situation-là, on est tranquille, les Chinois ne pourront pas nous embêter trop, parce qu'il suffit qu'on arrête de faire la gendarmerie pour leur compte et ils n'ont plus de pétrole. C'est comme ça qu'il faut le lire, à mon avis. Ça vaut pour les espaces maritimes, mais finalement, quand on y réfléchit bien, ça vaut pour plein d'espaces. Y compris, d'ailleurs, pour les zones terrestres de ce que les géopoliticiens appellent le Rimland, c'est-à-dire le pourtour, en quelque sorte, de l'Eurasie, et en particulier cette zone exceptionnellement riche en ressources naturelles et exceptionnellement instable, qui est le Moyen-Orient. Donc la zone où l'État islamique, n'est-ce pas, a sévi. Et là, on touche une interprétation géopolitique globale possible de l'État islamique. En fait, quand on y réfléchit bien, cet État islamique, ça embête qui? Ça embête les Russes parce que ça crée un foyer de pestilence à quelques centaines de kilomètres de leur frontière méridionale. Daesh peut, dans l'hypothèse où il n'aurait pas été écrasé, je pense qu'il va être écrasé pour finir localement, pouvait risquer de remonter
vers le Caucase. Ça embête effectivement les gens qui sont très dépendants des ressources en matières premières et entre autres en hydrocarbures évidemment de la région. Donc les Européens qui vont avoir tendance à vouloir que quelqu'un fasse la police là-bas. Donc les Chinois dont on a vu préalablement dans le livre de M. Hahn et de M. Flichy de la Neuville qu'ils ont beaucoup investi sur le pétrole irakien. Que ça ne les a pas arrangés, cette histoire d'État islamique. Ça met aussi la Turquie dans une situation un peu difficile, où elle a un risque de déstabilisation. Elle va se prendre dans la gueule énormément de réfugiés. Ça peut contaminer, ça peut permettre de renforcer un Kurdistan avec lequel les Turcs vont forcément avoir un litige. C'est vrai que ça peut pousser la Turquie vers les États-Unis. Et c'est vrai que dans l'hypothèse où ensuite on organise un coup d'État qui réussit en Turquie, ça peut permettre de rattacher plus formellement la Turquie à l'Alliance occidentale. Attention, c'est à double tranchant, parce que ça peut aussi pousser les Turcs à se détacher de cette alliance si finalement ils font le calcul qu'ils ont plutôt intérêt à se rapprocher des Russes, des Chinois, les Indiens même aussi, et à travers les Indiens, des Iraniens, pour restabiliser la région. C'est très compliqué, vous voyez, c'est un jeu très complexe. Mais on voit bien comment le pion Daesh a pu être posé éventuellement par des gens réfléchissant dans les termes que je viens de vous expliquer, par des gens réfléchissant comme Zbigniew Brzezinski. Alors il a pu aussi émerger en partie pour d'autres raisons, pour des enjeux locaux. Moi je crois que les phénomènes sont assez rarement, si vous voulez, monocausaux. Un phénomène comme l'État islamique se produit à plusieurs niveaux. D'ailleurs, est-ce que c'est un phénomène unitaire? Déjà en soi, c'est un débat. Mais certainement, au niveau géopolitique, on voit bien, quand on lit Zbigniew Brzezinski, pourquoi finalement l'émergence de cette bande de siphonnés en plein milieu d'une zone où il y a beaucoup de pétrole et où on est bien placé pour embêter à peu près tout le monde en Eurasie, ça n'a pas dû déranger outre mesure à Washington. Et d'autant moins que ça correspond bien finalement à la logique du déploiement de cette vision stratégique telle que la suggère Brzezinski, qui se fout quasiment de la gueule de George Bush et de ses conseillers. Alors, il le fait poliment, on est entre gens de bonne compagnie, mais enfin, on comprend très bien que ce qu'il pense en gros, c'est mais quelle bande de crétins. En gros, ce qu'il dit, c'est pour maintenir cette suprématie donc américaine, c'est-à-dire du capitalisme bancaire occidental, soi-disant pour développer une cosmopolitique, en réalité pour développer une géopolitique sous couvert de cosmopolitique, eh bien pour maintenir cette prédominance, il y a un certain nombre de principes de base à respecter. Et le premier, que Brzezinski rappelle, parce que c'est un principe très connu, que les géopoliticiens anglo-saxons ont formulé depuis très longtemps, c'est ne pas s'engager directement dans les conflits eurasiatiques. Ne jamais commencer une guerre en Asie. Laisser les Eurasiens, les Eurasiatiques si vous préférez, se taper dessus entre eux. Ne jamais y aller soi-même. Éventuellement, si on a des types à supprimer, les drones, ça peut servir à ça. C'est exactement ce qu'a fait Obama. Et M. Brzezinski continue en disant qu'il faut penser la stratégie eurasiatique des États-Unis comme un tout, des rives de l'Atlantique à celles du Pacifique. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu? Comprendre qu'en Europe, principal facteur de changement pour les États-Unis, les relations
entre l'Europe, la Russie, la Turquie. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'il faut empêcher, là on retrouve son obsession traditionnelle, empêcher que l'Allemagne et la Russie s'entendent. Et pour ça, il suggère en gros d'offrir une alliance avec la Turquie comme voie de développement et d'expansion au capitalisme allemand. Alors ensuite, il nous explique qu'il faut stabiliser les nouveaux Balkans qui recouvrent le Moyen-Orient et l'Asie centrale, et que pour ça, il faut offrir aux États de cette région des possibilités de sortir de leur dépendance à l'égard des grandes puissances eurasiatiques. Alors ça, c'est vraiment du blabla, de la phraséologie. En fait, il veut dire il faut déstabiliser, pas stabiliser, déstabiliser, pour créer une situation où les puissances locales seront obligées d'en appeler aux États-Unis pour régler leurs problèmes. C'est ce que ça veut dire en réalité, mais évidemment il le dit pas comme ça, il inverse les choses. Et enfin, conclut-il, le but de tout ça, c'est de développer un partenariat équilibré avec la Chine, c'est sa formule. Alors là encore, il faut évidemment inverser les termes. Ce qu'il veut dire en réalité, c'est qu'on crée comme ça une situation où on peut battre les Chinois. Et comment on bat les Chinois? Comment on leur impose notre volonté? Tout simplement en créant une situation où ça leur coûte plus cher de ne pas nous obéir que de nous obéir. C'est ça le but en dernière analyse de cet ensemble à déployer des rives de l'Atlantique à celles du Pacifique, sans s'engager directement, en empêchant les Allemands et les Russes de s'entendre, en essayant d'attirer la Turquie, et en foutant le bordel de préférence un peu partout, et surtout au Moyen-Orient, pour que les gens soient obligés d'en appeler aux États-Unis. Pourquoi à un moment ça permet d'avoir les Chinois bien sous contrôle? Parce que ça crée une situation où, si on leur propose un deal consistant à leur dire en gros, bon, à l'intérieur d'un espace restreint, vous et votre étranger proche, on vous laisse vous organiser et on ne vous agresse pas, mais vous nous laissez la responsabilité du pouvoir géostratégique global, eh bien là on est dans une situation où les Chinois diront d'accord, parce que ça leur coûtera beaucoup moins cher de laisser la responsabilité du pouvoir géostratégique global aux États-Unis que de ne pas leur laisser. Et c'est ça le but final de l'opération. Alors je ne vais pas rentrer, je regarde mes notes là, je ne vais pas rentrer plus loin dans le détail de l'analyse, je crois qu'on a vu l'essentiel. Je renvoie les gens que ça intéresse vraiment à la lecture du livre. Brzezinski évidemment va s'intéresser plus en détail à ce qui se passe en Asie, en particulier à la question du positionnement potentiel des États-Unis dans ce qu'il appelle les deux triangles de conflictualité latente en Asie, c'est-à-dire un triangle Chine-Inde-Pakistan et un triangle Chine-Japon-Corée. Mais ça c'est un thème très intéressant, mais qui ne nous intéresse pas particulièrement dans la perspective de notre réflexion sur l'État islamique. Voilà. On a presque fini cette note de lecture. Je voudrais simplement livrer quelques citations que j'ai relevées et qui sont quand même très révélatrices de ce que pensent vraiment les gens qui réfléchissent au niveau de l'oligarchie américaine, entre trois périodes de guillemets, c'est-à-dire, je vous l'ai dit, capitaliste bancaire occidentale. D'abord une phrase stupéfiante. Je vous la lis en anglais, alors je suis désolé, mon accent est déplorable.
Indeed, there are several alarming similarities between the Soviet Union in the years just prior to its fall and the America of the early 21st century. Traduction, je vous l'ai lu en anglais parce que c'est quand même une phrase, il faut voir que c'est Brzezinski qui l'écrit. Traduction, il y a indiscutablement plusieurs ressemblances alarmantes entre l'Union soviétique juste avant sa chute et l'Amérique du début du XXIe siècle. Et c'est Zbigniew Brzezinski qui écrit ça. Une autre citation intéressante, alors ça c'est typique de du style filandreux à la Brzezinski. Le soutien généreux depuis très longtemps de l'Amérique à Israël vient plus d'un sens de l'obligation morale que d'une véritable congruence stratégique, et il pourrait à l'avenir s'affaiblir ou devenir moins faible, moins puissant. Ce qui dans la langue de Brzezinski signifie en gros, mais attendez, je veux dire, bon, chers amis, nous sommes là pour défendre le pouvoir géopolitique global de la finance capitaliste bancaire occidentale. Bon, on a bien compris que vous aviez des résidences secondaires dans cette espèce de machin là, dans un coin sur la carte. Enfin, tout de même, tout de même, on pourrait peut-être passer aux choses sérieuses, s'il vous plaît. Moi, c'est comme ça que je prends la phrase. Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'entre M. Brzezinski et M. Kagan, un jour ou l'autre, il y aura une explication. Et enfin, une remarque intéressante de Brzezinski sur Poutine. L'État que Poutine souhaite former comporte une ressemblance frappante avec l'expérience italienne du fascisme. Un fort autoritarisme non totalitaire, évoluant en symbiose avec son élite politique, power elite, je ne sais pas comment traduire ça, et son oligarchie business, son oligarchie entrepreneuriale, si on peut dire, avec une idéologie basée sur un chauvinisme à peine déguisé, en quelque sorte. Ah, et puis oui, il y a aussi celle-là aussi que j'aimerais bien vous donner, parce qu'elle est pas mal. En substance, l'engagement de l'Amérique en Asie comme une puissance faisant la balance en termes de stabilité régionale devrait reproduire le rôle joué par la Grande-Bretagne dans la politique intra-européenne du début du XXe siècle. Ah, c'est beau, c'est beau. Mais je vous ai dit, c'est un vrai sociopathe chimiquement pur. Et c'est pas du sociopathe. Ça, c'est pas du sociopathe comment dire. C'est du sociopathe à 180 points de QI. Bon. Voilà. Et ben on a fini de rendre hommage à Zbig, sacré Zbig, le méchant qu'on adore détester. Il va nous manquer. Mais on va passer à autre chose. Donc la prochaine note de lecture, on va regarder Crime sans châtiment de Monsieur Jean-Louis Zambert. On va rester dans la même lignée, mais sous un autre angle. On va regarder plus précisément l'instrumentalisation des réseaux djihadistes par les puissances occidentales. Et puis, ensuite, on arrêtera un moment avec l'État islamique. Vous savez que j'ai deux séries de notes de lecture en cours. Une sur l'État islamique et une autre sur le racisme anti-blanc. Et j'ai envie qu'on regarde un peu ce que disent les non-blancs. Ce que pensent les non-blancs qui soit sont dans le racisme anti-blanc, soit sont suspects d'être dans le racisme anti-blanc, soit en tout cas ont à prendre une position sur la question du racisme anti-blanc. Et je vous propose de regarder un petit livre écrit par Ouria Boutelja.
les Blancs, les Juifs et nous. C'est un monsieur qui est venu sur ma chaîne me suggérer de lire ça. Et effectivement, je viens de le parcourir rapidement. C'est révélateur. Ça ne veut pas rien dire. Donc on va regarder ça un petit peu. Pour essayer de comprendre un peu comment les gens qui ne sont pas des Blancs voient la question du rapport entre les Blancs et eux. Et en attendant, je vous dis à bientôt.